Bienvenue sur ce billet d'humeur publié en janvier 2026 sur le portail ia-info.fr. Aujourd'hui, on se penche sur un article de Didier Taormina qui a pour titre « La face cachée de la répression numérique en Iran quand l'Occident a armé la dictature ». Et vous allez voir, l'histoire qu'il nous raconte est pleine de surprises et pas des bonnes. On se souvient tous de 2022, de la mort tragique de Mahsa Amini. Les manifestations qui ont suivi ont vraiment révélé au grand jour l'incroyable ampleur de l'appareil de surveillance du régime iranien. On parle de coupure d'Internet, de blocage des réseaux sociaux, de traque des dissidents. Alors la question que pose l'article est à la fois centrale et dérangeante. Mais d'où vient tout cet arsenal technologique si sophistiqué? Eh bien la réponse est pour le moins inconfortable. Alors, la première partie de cette histoire, c'est peut-être la plus surprenante. Parce qu'elle ne commence pas en Chine ou en Russie, non, mais bien au cœur de l'Europe, avec des noms d'entreprises qu'on connaît tous très bien. L'auteur, il ne mâche pas ses mots, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il met sur la table une vérité qui dérange. La base même, les fondations de l'appareil de surveillance iranien ont été construites avec une aide bien occidentale. Tout commence en 2008. Nokia Siemens Networks vend ce qu'elle appelle, de façon assez neutre, un centre de surveillance à l'Iran. Le problème, c'est que moins d'un an plus tard, ce centre devient une véritable arme. Lors du mouvement vert, il est utilisé pour traquer et réprimer les manifestants. Le scandale éclate, il est mondial, mais il faudra quand même attendre 2012 pour que l'entreprise se retire enfin du pays. Le mal lui était déjà fait. À l'époque, la défense de l'entreprise reposait sur un terme technique, l'interception légale. Bon, sur le papier, ça peut sembler anodin. C'est une technologie standard que nos propres polices utilisent, mais toujours sous le contrôle d'un juge pour des enquêtes criminelles. Le diable, comme on va le voir, se cache vraiment dans les détails. Et dans le contexte. Et c'est là que réside toute l'hypocrisie, selon l'article. La différence est fondamentale. Dans une démocratie, il y a des garde-fous, des contre-pouvoirs. En Iran, ce même outil devient une arme de répression politique, sans aucun contrôle. Vendre la même technologie dans des contextes aussi radicalement opposés ne peut tout simplement pas avoir les mêmes conséquences. C'est une évidence. Et attention, on ne parle pas de concept abstrait. Il y a un coût humain bien réel. L'article prend l'exemple du journaliste Issa Sarkis. Arrêté en 2009, il a appris en prison que les services secrets l'avaient localisé précisément grâce à la technologie vendue par Nokia Siemens. La surveillance, ça a des visages et ça fait des victimes. Passons maintenant à la deuxième phase de cette histoire. Après le retrait un peu forcé des entreprises européennes, un vide s'est créé. Et comme l'explique très bien l'article, ce vide a été comblé très très vite. Mais ce n'était pas un simple remplacement, non. Les géants chinois des télécoms, ZTE et Huawei, sont arrivés avec des technologies de surveillance de nouvelle génération. On a changé de dimension. C'était bien plus performant et surtout bien plus intrusif que ce qui avait été installé auparavant. Le vrai tournant technologique, c'est l'arrivée du Deep Packet Inspection, le fameux DPI. Là, on parle de l'arme absolue de la surveillance. On ne se contente plus d'écouter qui parle à qui. Avec le DPI, le régime peut carrément lire le contenu des messages, analyser en détail les sites web visités. En fait, c'est une intrusion totale dans la vie privée des gens. L'escalade est très claire. On est passé d'une simple interception vocale européenne à une surveillance généralisée et bien plus profonde. Des entreprises chinoises comme ZTE, Huawei ou Dahua ont apporté l'inspection de contenu, le filtrage web et même la reconnaissance faciale. L'arsenal de la répression était désormais complet. Et là, l'article souligne un point qui est essentiel. Pour la Chine, il ne s'agit pas juste de vendre du matériel pour faire du profit. C'est l'exportation d'un modèle de société, d'un modèle de contrôle social qui est basé sur la technologie. L'Iran est devenu à la fois un partenaire stratégique et un immense laboratoire pour ce modèle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir importé massivement de la technologie, le régime iranien a commencé à vouloir construire sa propre autonomie. Avec un projet phare, un projet un peu fou, créer son propre Internet. Le but ultime, c'est de ne plus dépendre de l'extérieur. Le réseau national d'information, c'est ça. C'est un projet d'intranet géant qui est conçu pour isoler la population iranienne de l'Internet mondial et donc pour mieux la contrôler. Concrètement, comment ça marche? L'article utilise une expression très forte. Il parle d'un apartheid numérique qui repose sur 3 niveaux. Premier pilier, un intranet national, évidemment censuré et surveillé pour la population. Deuxième pilier, un accès libre et non filtré à l'Internet mondial, mais attention, réservé à l'élite du régime. Et le pilier final, c'est cet interrupteur qui permet de couper le pays du reste du monde en temps de crise, sans pour autant paralyser toute l'économie locale. Un système redoutable. Et au cœur de ce projet, on trouve une entreprise locale, Arvan Cloud. L'article détaille ses liens très étroits avec le gouvernement et surtout avec les services de renseignement iraniens. Ça fait d'elle le véritable bras armé technologique de cette stratégie d'isolement et de surveillance. Toute cette évolution nous amène inévitablement à la dernière partie de l'analyse.
celle des conséquences, et bien sûr de la responsabilité de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce commerce. L'auteur conclut avec une force incroyable. Il nous dit que ce n'est pas une abstraction, que ce ne sont pas des dommages collatéraux. Vendre ces technologies à une dictature, c'est participer activement à la répression de son peuple. C'est une accusation très grave qui vise autant les entreprises que les États qui finalement les laissent faire. Et l'article se termine sur un paradoxe qui fait vraiment réfléchir. On condamne, à juste titre, l'utilisation de ces outils en Iran, mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite que la reconnaissance faciale, l'analyse de données, la surveillance, tout ça se déploie aussi dans nos propres démocraties ? Alors oui, les objectifs sont peut-être différents pour l'instant, mais la technologie, elle, est exactement la même. La frontière est bien plus mince qu'on le pense. Cette analyse nous laisse donc avec cette question finale, une question essentielle et sans réponse simple. Peut-on vraiment laisser des entreprises, guidées uniquement par la logique du profit, décider de vendre des outils de répression à des dictatures ? C'est une interrogation fondamentale sur le rôle de la technologie, du commerce et de l'éthique dans notre monde. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.